Alors moi, je vais vous parler d'outils de debug sur lesquels j'ai travaillé et que j'ai proposé samedi soir en pull request sur Symfony. Donc moi, Nicolas Grécas, j'ai travaillé sur un framework qui s'appelle Patchwork. Et là, en ce moment, je suis aussi product manager chez Essential Apps depuis 4 mois. Et ce que je vais vous présenter, c'est aujourd'hui publié dans mon repo, Patchwork Dumper. Et donc, c'est le port de travaux que j'ai fait sur l'outillage pour le quotidien que j'aimerais bien maintenant apporter à Symfony. Et c'est parti. Je vais vous présenter d'abord ce qui va être publié dans quelques semaines, donc le Symfony 2.5. Il y a quelques petites pull requests qui ont été mergés dans Symfony 2.5 au niveau du debug. Ensuite, je vais vous parler de ce qu'on pourra mettre après pour vous aider au quotidien. Et puis, je vais essayer de vous expliquer rapidement, et puis vous me poserez des questions si vous voulez en savoir plus, comment ça marche, tout ce que je vais vous montrer. Sur Symfony 2.5, 3 petites choses. La première, c'est que vous connaissez peut-être les erreurs silencieuses. En tout cas, personne n'en entend parler normalement, parce qu'il y a un arrobase devant. Voilà un petit exemple de code que normalement vous ne devez pas écrire. Mais il se trouve que dans le code, dans la vraie vie, ça arrive. Il y a plein de dépendances qui peuvent avoir des arrobases, parce que des fois, c'est obligatoire, par exemple devant un fopen, à d'autres endroits. Et il se trouve que des fois, le bug ou le problème que vous êtes en train de traquer, il est derrière un arrobase. Et là, c'est absolument l'horreur à débugger. Je trouve que, personnellement, j'ai passé des heures dessus. Je ne veux pas de nouveau passer des heures dessus, et si je peux vous éviter de passer des heures dessus demain, Symfony 2.5 en tout cas devrait vous aider maintenant, puisque deux choses. Désormais, les erreurs qui sont catchable, c'est-à-dire celles qu'on peut attraper avec un error handler du côté utilisateur, maintenant elles sont loguées. Le résultat, c'est que vous avez maintenant dans la toolbar en mode web un petit item qui va se rajouter, qui va vous donner le nombre d'erreurs silencieuses, et vous pourrez aller les voir en cliquant dessus. Par exemple, ici, un petit exemple. Voilà. Donc, l'erreur qui était silencieuse, vous n'en aviez même pas connaissance, maintenant vous la voyez. Deuxième type d'erreur, c'est les erreurs fatales. Celles-ci, on ne peut pas les attraper. Et celles-ci, quand elles sont silencieuses, parce que vous avez une parse error dans un fichier, un include, un autoload, un truc comme ça pète, page blanche, vous ne savez pas pourquoi. Il y a l'arrobase qui masque, les logs sont vides, parce que PHP ne logue rien. Dans Symfony 2.5, l'autoloader, le debug autoloader, désactive ou plutôt réactive les erreurs fatales. Du coup, maintenant, elles sont loguées comme toutes les autres. Deuxième petite chose dans Symfony 2.5, la vérification de la case de caractère. Je vais passer très rapidement dessus, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui a fait péter Symfony.com il n'y a pas très longtemps. Un problème de majuscules, minuscules dans un nom de classe. Donc, on avait fait un new foobar. Et puis, il se trouve qu'en fait, le fichier, lui, c'était foo minuscule, ou plutôt l'inverse. Ça a pété, parce que sous macOS, par exemple, les fichiers, la case de caractère, ça ne compte pas. Et sur la prod, ça comptait. Dommage. On a 3 endroits différents où la case peut varier. Le debug autoloader fait ses vérifications et vérifie que les 3 endroits sont cohérents par rapport à ça. Et enfin, la dernière nouveauté de Symfony 2.5 sur le debug, c'est l'affichage des logs. Si aujourd'hui vous allez avec une 2.4 dans le panel log, vous voyez ce genre de choses. Moi, je suis perdu là-dedans. Je fais oulala, il y a beaucoup trop de trucs. Bon, c'est tout bête, mais en Symfony 2.5, c'est filtré par défaut au niveau info, et on vous met entre parenthèses le nombre, le count d'événements qui sont derrière chacun des items. Comme ça, vous pouvez savoir ce qui vous intéresse et vous focaliser dessus. Voilà, ça c'est pour Symfony 2.5. Pour la suite, je vais vous présenter une petite fonction que je vais appeler debug, que je vous proposerai d'utiliser au quotidien. Ça, c'est l'objectif. Après, il y a encore tout à prouver. La première chose, c'est aujourd'hui, qui utilise, on va dire, Vardum, Printer ou même Echo au quotidien pour débugger une variable? OK. Alors moi, du coup, je me suis dit, je vais débugger un contrôleur. Donc là, j'ai pris le Hello World démo contrôleur. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que ça existe? Parce que là, je sais pas, je suis nouveau, j'arrive. Bon, le résultat, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous savez travailler avec ça, mais moi, j'arrive pas. Donc, ça ne me va pas. Un autre exemple, là, c'est vraiment focus. On a un petit objet. Alors, je l'ai mis vide, avec un tableau derrière. Et ce tableau, il est spécial parce qu'il a 3 fois le même objet. Mais les 2 dernières positions, elles sont aliasées l'une à l'autre par référence. Donc, voilà, ce tableau-là, Vardum va nous donner une information qui va être 3 fois le même objet, mais on a perdu l'information sur les références. Donc, potentiellement, si vous avez quelque chose à débugger et que le problème est lié à ce « et » que j'ai mis en rouge là, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas débugger, vous êtes sans lunettes, sans lumière, sans rien.
Sur le sujet, il faut savoir qu'il y a un bundle ou une librairie qui s'appelle Ladybug, je ne sais pas si vous connaissez Ladybug, qui propose des solutions à ces problèmes. Donc, par exemple, en prenant leur documentation, voilà, vous faites un nouvel objet de type foo, Ladybug dump, et voilà ce que va vous afficher Ladybug. En mode console, ça va marcher également. Ils ont un afficheur spécialisé qui va vous afficher un peu de couleur, un peu. Donc là, ça va être assez équivalent à avoir des bugs. On reviendra dessus si vous voulez tout à l'heure, mais il faut savoir que ça existe et c'est exactement dans le scope de ce dont je vais vous parler maintenant. Ce que je veux ici, maintenant, je vais vous présenter une fonction debug. Dans le cahier des charges, c'est en premier point d'être exact. Exact, ça veut dire qu'elle me donne toute l'information disponible ou toute l'information pour comprendre l'état de ma variable. Ensuite, je vais aussi vouloir afficher des informations spécialisées en fonction du type d'objet rencontré. Par exemple, un autre exemple que j'aurais pu afficher tout à l'heure avec mon vardum qui prenait la page entière, c'est vardum d'une entité, doctrine. Et là, vous avez l'entité et vous avez aussi tout l'entity manager qui arrive. Et donc, vous remplissez la page de nouveau. Donc, pour les entities, je n'ai pas besoin de dumper l'entity manager. Ce n'est pas ce sur quoi je me focalise. Ensuite, on veut quelque chose qui fonctionne au quotidien. Et fonctionner au quotidien, ça veut dire qu'il faut enlever toutes les petites scories, tous les petits accros dans le clavier qui font que finalement, ce n'est pas pratique, donc on ne prend pas cet outil. Donc il faut que ce soit joli, parce que c'est quand même mieux si c'est joli au quotidien, et pratique. Et la dernière chose, et non des moindres, c'est qu'il faut que ça marche. Et il faut que ça marche, c'est pas simple, parce qu'il faut que ce soit robuste. Robuste, il y a plein de situations dans lesquelles l'engine PHP est dans un état qui fait que vous ne pouvez pas utiliser Serialize, ni JSON encode, ni même Vardum, des fois, ne fonctionne pas. Il faut que ça pète jamais. Ensuite, il faut que ce soit rapide, et il faut que ce soit efficace, il ne faut pas que ça bouffe toute la mémoire pour générer le dump, parce qu'évidemment, c'est pas l'application, c'est l'application qui doit consommer les ressources, et surtout si vous débuguez, vous mesurez la performance, là vous avez un problème si c'est le dumper qui vous affiche ou qui vous prend toute la perf. Pour ma petite fonction debug, j'ai repris l'exemple de tout à l'heure, et je me rends compte que j'ai oublié de mettre à jour mon slide, parce que là j'ai pris une capture d'écran qui a un petit bug. Mais ici, voilà, ça c'est le genre d'affichage que je vais vous proposer pour représenter l'état de cette variable. Ici, donc moi, ce que j'ai essayé de chercher, c'est d'obtenir quelque chose de compact, d'utiliser la couleur pour vous permettre à chacun de se focaliser et de bien comprendre rapidement du premier coup d'œil ce qu'il y a, et ensuite de vous donner aussi de l'information sur les références internes. Et là, c'est les petites choses qui sont, alors je suis désolé, en grisé. Donc c'est le dièse 1, dièse 2, le arrobase 1 et 2 normalement. J'ai pris la capture d'écran avant de résoudre un petit bug. Et ici, en interprétant ce qui est affiché, vous pouvez savoir que le premier objet est le même que le deuxième et le même que le troisième, sauf que la deuxième, c'est un alias, deuxième version, deuxième ligne, c'est une alias de la première, et la troisième, c'est une alias par référence PHP de la deuxième position. Voilà. On reviendra dessus, si vous voulez, plus tard. Sur un autre exemple, on va utiliser une petite classe foo avec 3 propriétés, public, protégé, privé. Et puis ensuite, on va créer notre objet. Donc là, c'est du code dirty pour l'exemple. Évidemment, il ne faut pas faire ça en vrai. Mais avec la ligne sur le fopen, ici, vous voyez que $h, ça va être une ressource. Et sur les ressources, on a aussi des choses intéressantes à faire et à dire. Et en particulier quand on débug. Et donc, aujourd'hui, ce qu'affiche ce code-là, c'est ça. Et donc là, on retrouve d'abord des informations sur l'objet. On sait que c'est un objet de type foo. Ensuite, qu'il a 3 propriétés. Ces propriétés, on voit avec la couleur qu'elles sont publiques, protégées, privées. Et on voit aussi que la ressource, donc le fopen qu'on a fait, c'est une ressource de type stream sur laquelle on a des métadatas. Donc on sait que c'est un stream, voilà, tout ce qui est affiché là. Et ce principe-là, on va le réutiliser pour tous les types d'objets qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme derrière qui permet de spécialiser, de dire, OK, c'est une entité doctrine, l'entité doctrine, il faut la transformer, il faut virer l'entity manager. Maintenant, on a un objet PDO. Un objet PDO, c'est difficile à débugger parce que si vous le sérialisez, ça déclenche une exception. Et si vous le var dumper, ça vous dit que c'est un objet PDO et vous êtes bien coincé, ça ne vous donne pas grand-chose. Donc là, je n'ai pas d'exemple, mais il va y avoir un caster, donc un process qui va prendre les métadatas qui sont dans l'objet PDO qu'on peut obtenir en appelant les méthodes getAttribute et ce genre de choses. Et on va avoir plus d'informations à afficher au moment du debug. Peut-être que le bug que vous traquez, il est là-dedans. OK, ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'était de la console. Donc la console, c'est aucune dépendance, en tout cas pas encore à Symfony. Maintenant, on est ici en train de parler d'une intégration dans Symfony.
Une intégration de Symfony, ça veut dire que on est aussi en mode web, en fait, on débug, on crée tous des applications pour le web. Le petit exemple ici, donc, j'ai repris le contrôleur de notre démo bundle de tout à l'heure et je me suis dit, on va faire la même chose, debug de this, le contrôleur. Je vais switcher, je vais passer sur le navigateur parce que c'est plus sympa si on peut voir en vrai ce qui se passe. Mais là, ce que vous voyez déjà, c'est qu'on a le résultat de l'exécution. Alors, est-ce qu'on peut switcher là-dessus? Attendez, je suis obligé de quitter ce truc-là. Est-ce que c'est là? OK. OK, donc là, c'est mon navigateur, c'est le même code, sauf que là, j'exécute le code. Je peux faire F5, hop, voilà. Sur celui-ci, alors pourquoi je ne l'ai plus? Sur celui-ci, alors je commence par le deuxième exemple dans la présentation, mais la fonction debug, je l'utilise aussi dans Twig. Vous voyez, c'est l'avant-dernière ligne ici. Vous êtes dans Twig, vous ne savez pas ce que vous pouvez afficher comme variable, ou alors vous ne connaissez pas précisément l'état, comment utiliser la variable. Ce que je vais vous proposer, c'est d'utiliser cette fonction, alors avec ou sans paramètres, comme la fonction dump actuellement, et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allez appeler cette fonction, il y a un petit item qui va se rajouter ici, voilà, et qui va vous dire, OK, vous avez des bugs qui ont été interceptés. Il y en a un qui a été intercepté dans ce fichier-là, dans le Twig, ligne 8. Et si vous cliquez dessus, vous entrez dans la toolbar, je vais essayer de dézoomer un peu, et dans la toolbar, on va vous afficher, le composant va vous afficher l'état de la variable. Alors l'état de la variable, eh ben, c'est que ça peut être quelque chose de compliqué. Donc là, on voit qu'on a en gros 4 variables Twig, name, ascetic, app et code. Donc code, c'est pour réafficher le code, hein, c'est comme ça qu'on génère la page d'à côté. Et ce qui va être sympa, c'est qu'ensuite, on va pouvoir aller naviguer dans l'objet. Et ici, ascetic, c'est donc notre objet pour ascetic. Et on va se rendre compte que, OK, donc maintenant, dans ascetic, il y a ascetic.vars qu'on pourrait utiliser. Dedans, il se trouve que c'est un objet de type ascetic, extension Twig value container, etc., etc. On voit qu'il y a 2 méthodes privées, on peut continuer, est-ce que le bug est là? Et là, on se retrouve avec le container, donc le container de Symfony. Donc on continue, et là, en fait, je vais passer sur le debug de tout à l'heure, mais le container, vous allez le retrouver très souvent. Et maintenant, vous allez pouvoir comprendre, alors c'était peut-être pas l'objectif de debug pour lequel vous avez fait la fonction, enfin appel à la fonction debug dans Twig, mais là maintenant, puisqu'on est là aujourd'hui, je vais vous montrer qu'en regardant comme ça le container, on peut apprendre des choses sur Symfony, on peut comprendre un peu mieux comment ça marche. Et vous allez retrouver ici l'état de votre noyau, de votre kernel, et donc voir que, OK, on retrouve finalement la configuration qu'on avait définie dans CYAML et dans tout ça a été agrégé, compilé. Et le résultat, c'est un état interne, et l'état interne, on peut le voir. Et moi, c'est la première fois que... Enfin, avec Vardump, en tout cas, Vardump d'un container ou d'un kernel, en général, ça n'a pas forcément appris grand-chose. Avec ce genre de choses, vous pouvez savoir que voilà, il y a des services, que les services, ça fonctionne. Et ce qu'on va pouvoir voir aussi, est-ce que je le vois là? OK. Ici, cette petite chose-là, le R8 qui est ici, alors en termes d'affichage, il y a beaucoup de choses encore à améliorer, mais on a le container, et le container contient un service qui s'appelle service container. Et le service container, c'est lui-même, en fait. Et donc, ce que va faire le dumper, il va se rendre compte de ça, il va vous dire, OK, le container, qui est l'objet qu'on va appeler numéro 8, il est en position 8 dans l'affichage, il se trouve qu'ici, on ne va pas le redumper. On va juste mettre la même chose, une petite référence pour vous dire, voilà, si vous voulez savoir ce qu'il y avait là, c'est le même objet que celui qui est en position 8. Et de cette façon-là, on va pouvoir dumper des structures très complexes sans avoir à tout redumper, avoir des doublons dans tous les sens. Voilà, je continue, je reviens. On est bon? OK. Donc là, je reviens sur ça, je passe, je ne vais pas vous le montrer parce que le code n'est pas prêt, je ne vais pas entrer dans le code maintenant. Mais l'idée, donc, c'est voilà, pareil. Et là, on a le même objet, finalement, parce que notre contrôleur, il contient juste un container, et on l'a déjà vu, le container, donc je ne vais pas le réouvrir. Comment ça marche? En interne, il y a un ensemble de classes qui vont gérer dans un premier temps un mécanisme de copie de la variable que vous allez passer à debug. Copy, ça veut dire que on doit créer un objet, une représentation mémoire de notre variable initiale qui soit fidèle
de façon interne, mais qui soit quand même indépendante, en termes de référence en particulier. Ça veut dire que si vous avez mis un objet dans la structure, il s'agit que vous ayez une représentation de l'objet, mais pas l'objet lui-même, parce que lui, il va évoluer, il va vivre sa vie, et vous, votre copie, évidemment, elle doit rester indépendante. Et puis pareil pour les références, on va dire PHP, celles qu'on utilise avec un petit « et » là, qu'on utilise normalement pas tant que ça, mais ça existe. La copie doit être indépendante, également en termes de référence interne à PHP. Le mécanisme de copie va gérer une autre chose également, c'est qu'elle va limiter le nombre d'items qu'elle va collecter au moment de la copie. Ça veut dire que par défaut, par exemple, on va se limiter aux 1000 premiers éléments d'une structure. Donc on va parcourir l'arborescence et quand on va trouver 1000 éléments, on va s'arrêter, on va dire OK, il y a peut-être suffisamment de choses qui ont été affichées ou copiées en tout cas pour affichage. Après, vous pourrez, si ce n'est pas suffisant, vous pourrez changer tout ça évidemment. Et puis évidemment aussi, je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez vu pour les ressources qu'on peut afficher des métadatas. Il se trouve qu'on va vérifier à chaque fois, sur chaque item de la structure de la variable qu'on va copier, on va vérifier son type, et puis en fonction de sa classe, on va appeler un dumper ou un caster spécialisé. Pour les ressources, on va appeler string get metadata, ce genre de choses. Voilà. Le résultat de ce process, c'est qu'on a un objet, il y a une classe, on a un objet qui représente l'état de la variable. Donc on a pour l'instant, c'est encore une nouvelle variable. Et la deuxième étape toute simple, la deuxième étape logique surtout, c'est de dire que cette représentation, cette copie, on en crée une représentation plutôt. Aujourd'hui, il y a 3 représentations qui sont codées. Il y en a une qui permet de générer ce que vous avez vu tout à l'heure sur la ligne de commande, avec de la couleur ou pas en fonction des capacités du terminal. Il y en a une qui va vous sortir du HTML brut, ça veut dire qu'il n'y aura pas de JavaScript, ce sera juste des classes, des spans et des trucs comme ça. Et puis il y en a une autre qui est celle qu'on utilise pour l'intégration que je vous ai montrée dans Symfony, qui est JSON, où là on dit OK, voilà le JSON, ensuite le navigateur se débrouille avec ça et un peu de JavaScript. Ça, c'est le mécanisme de la fonction debug. Maintenant, dans Symfony, ça fonctionne avec un data collector. Qui sait ce que c'est qu'un data collector? OK, donc je vais expliquer un petit peu. Donc data collector, c'est une structure, des objets auxquels vous donnez de l'information et Symfony va s'occuper pour vous plus tard de le sérialiser et puis de le rendre disponible dans la toolbar plus tard. Voilà, c'est juste ça, on lui donne des objets, enfin de la data, c'est sérialisé automatiquement par Symfony et puis c'est désérialisé au moment de la navigation dans les panels. Donc la première chose, c'est définir cette classe. Donc on doit dériver pour ça de la classe data collector dans le HTTP kernel. Ensuite, cette classe, il faut l'enregistrer en tant que service avec un truc spécial, c'est qu'on doit la taguer, enfin on doit taguer le service plutôt, donc avec un nom qui s'appelle data collector, donc ça c'est les conventions de Symfony, et un template qui va être le template qui va driver le HTML généré dans la toolbar, à la fois en bas quand on est en mode condensé, et puis à la fois dans le panel, comme vous allez avoir tout à l'heure la représentation. Et puis la dernière chose, évidemment, c'est de coder ce template Twig. Et le template Twig, il faut le faire dériver du layout par défaut qui fournit tous les blocs spécialisés pour justement l'icône, ce genre de choses. Voilà. Pour terminer, donc ça je vous en ai déjà parlé, qu'on utilise JSON comme intermédiaire entre le data collector et le HTML, le Twig, puisqu'il y a une sérialisation qui intervient entre la collecte de la data et plus tard son affichage dans le navigateur. Et puis, dernière petite chose, puisque je vous ai montré qu'aussi la fonction debug marchait dans Twig. Dans Twig, on ne peut pas utiliser les fonctions natives comme ça, sans rien faire. Et donc, il faut tout simplement une petite extension Twig, qui est une classe qui dit, voilà, pour la fonction qui va s'appeler debug dans Twig, j'appelle tel code. Et le code en question appelle la fonction debug PHP, que vous pouvez utiliser aussi dans vos codes. Je ne sais pas où j'en suis du temps, donc j'ai presque terminé. L'état aujourd'hui de ces travaux, c'est un bundle, on va dire patchwork dumper que je vous ai montré au tout début, qui est, on va dire, mon prototype, qui implémente de façon indépendante à Symfony tout ce que je vous ai montré là, que vous pouvez utiliser si vous voulez dès maintenant. Mais par contre, depuis samedi soir, il y a une pull request qui propose de créer un nouveau composant dans Symfony, que je propose d'appeler var-debug. Et ce composant implémente toutes les classes qui permettent de créer la copie, de faire les casters, et également tous les patchs qui font que ce que je vous ai montré est intégré par défaut dans le framework bundle.
Et donc, demain, j'espère, vous pourrez utiliser la fonction debug un peu partout, à la place de var dump et récupérer en bénéfice tout ce que je vous ai montré. Voilà. Il y a une version, il faut savoir que le mécanisme de copie de la variable, c'est pas forcément trivial en PHP d'aller détricoter tout ce qui est référence objet, ça c'est plus facile, mais les références hard, pour savoir que deux positions dans un tableau sont aliasées l'une à l'autre, c'est pas évident. Et donc il y a une version en PHP qui fonctionne bien, mais il y a une version avec une extension C que Julien a écrit et qui permet d'aller beaucoup plus vite et de consommer beaucoup moins de mémoire. Donc merci à lui aussi. Si vous la compilez, si vous l'installez, eh ben, ça ira plus vite et puis du coup vous pourrez débugger de façon encore plus efficace. Voilà, merci. Si vous avez des questions, si vous voulez que je vous montre d'autres choses, du code qui marche, je suis à vous. Qu'est-ce que se passe en mode prod? En fait, tous les développeurs du Python oublient var dump dans le prod. Qu'est-ce qui se passe si on oublie le debug en mode prod? Est-ce que le mécanisme il est répété, il cache ou il ne s'affiche rien? Alors c'est vrai que la fonction debug, normalement, il ne faut pas la committer, jamais, parce que ce n'est pas censé être en prod. Donc ce qui va se passer, c'est que la fonction debug, en fait, son implémentation, c'est juste un wrapper pour derrière brancher ce qu'on veut. Donc en gros, il y a une autre fonction qui s'appelle setDebugHandler. Bon, ça c'est encore dans la discussion, hein, ça sera peut-être différent demain, mais aujourd'hui c'est ce que moi je prévois. Et derrière, on met ce qu'on veut. Donc dans le cas où on est en prod, on mettrait tout simplement un handler qui ferait rien. De cette façon-là, la fonction serait silencieuse et puis au moins on serait sûr de ce qui se passe. Oui, bonjour. Alors à force de regarder les tweets, etc., je ne sais pas si vous l'avez dit ou pas, mais est-ce qu'il y a une version stable actuellement de la fonction debug? Il y a dans Patchwork Dumper, il y a une fonction, enfin une version qui fonctionne. Vous pouvez déjà l'utiliser. En production aussi, enfin en production pour les projets à vocation stable aussi? Bah, disons que pas vraiment. Ce que je veux dire, c'est que stable pour une fonction de debug, c'est pas forcément très important, puisque vous n'allez pas créer du code par-dessus. Par contre, vous pouvez dès maintenant l'utiliser dans le workflow de debug. En tout cas, me faire des retours, ça m'intéresse beaucoup, et ça va intéresser toute la communauté sur la pull request. Là, allez-y, faites des composers install, alors de la pull request, mais peut-être plutôt du patchwork debug qui fonctionne de la même façon. Et donnez-moi votre feedback. Mais oui, ça peut déjà commencer à être intégré dans le workflow quotidien, je pense. Et puis, ça va changer, mais ça sera pour le mieux. Merci. Oui, bonjour. Je voulais savoir quelle est la différence entre la solution Ladybug Bundle, qui a l'air de faire à peu près la même chose. Alors, Ladybug, c'est un code qui est focalisé sur le résultat qu'ils veulent obtenir. Ça veut dire que si vous allez voir dans le code de Ladybug, on est très très rapidement dans les problématiques d'affichage. Et du coup, pour moi, il passe à côté des problématiques de gestion des références, de parcours efficace intermédiaire de la donnée. Donc c'est le dernier item que j'avais mis dans mon cahier des charges, c'était le JustWorks robuste, rapide, memory efficient, ce genre de choses. Pour moi, il n'y a pas les fondamentaux qu'il faut. On est beaucoup trop rapidement dans la problématique d'affichage, alors qu'ici, on découple complètement d'un côté la copie, et puis de l'autre côté, sa représentation, et d'ailleurs, on a plusieurs représentations possibles. Voilà. Bonjour. Alors, deux petites questions. La première, j'ai vu que... Ici. Pardon, oui. La première, j'ai vu que vous assigniez une variable code. Qu'est-ce qui se passe si j'ai mis une variable code dans mon code, au niveau du template Twig, par exemple? À quel moment est-ce que je fais ça? Dans l'exposition des variables, quand on regarde dans la console, enfin dans le profiler, ouais. on voit que vous faites un var dump et que vous exposez les variables qui étaient accessibles dans Twig. Ça, là? Ouais. Ah non, ça, c'est pas moi qui le fais. Non, code, ça, c'est le demo bundle qui fait ça. C'est le demo bundle? Ouais, le demo bundle, c'est le Hello World. Il a ce code qui permet de réafficher le code de lui-même pour qu'il s'affiche lui-même. Donc si ça, j'ai pas ça dans mon code, non, il n'y a aucun impact sur ça. Ok. Et la deuxième question que j'avais, c'est comment vous faites la copie des objets en interne? Vous parliez tout à l'heure de faire une copie des objets pour les ramener chez vous hors des variables. Vous utilisez quoi? Vous utilisez clone? Non, alors le mécanisme par défaut, c'est du cast en tableau. D'accord. Et ensuite, en fonction du type de classe, je vais appeler des casters qui vont être des callbacks que j'aurai enregistrés par avant pour dire, voilà, si c'est une entité, comme je disais tout à l'heure, on va appeler tel caster. Voilà. Ok, donc j'ai pas de risque de conflit si j'utilise clone ou autre. Le but du mécanisme, je me suis vraiment focalisé sur aucun effet de bord, et en particulier, par exemple, je n'utilise pas Serialize parce que Serialize, ça déclenche des exceptions.
J'utilise pas JSON Encode parce que JSON Encode, ça marche pas avec les chaînes qui sont pas UTF-8. Or, quand on débug, il n'y a aucune raison qu'on ait que l'UTF-8. Donc voilà, j'ai le cast en tableau, il marche tout le temps. Il est très bas niveau, il n'y a personne qui peut se hooker dessus, donc il n'y a personne qui peut, qui peut mettre le bazar là-dessus. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Déjà, en fait, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que cette fonction va m'apporter par rapport à XDebug. Alors, en fait, si j'ai posé la question de VarDump au quotidien, je crois que c'est un peu la réponse à votre question. On utilise beaucoup plus, enfin, en tout cas, ouais, VarDump, je crois, que XDebug au quotidien. Maintenant, je crois que XDebug, il faut l'utiliser quand on a tout ce qu'il faut, toute la stack avec un IDE, avec un serveur DBGP, avec tout ça. C'est très bien, c'est vraiment très très bien. Mais voilà, on n'est pas tous équipés avec ça, on ne sait pas tous configurer, on n'est pas tous dans le mode mon serveur est configuré comme il faut pour que XDebug tourne. Donc peut-être que là, la fonction debug, elle tourne à peu près n'importe où, sans besoin de dépendance. C'est surtout ça. Et peut-être même que plus tard, ça pourrait faire partie du Next++, mais peut-être qu'il pourrait y avoir une interaction entre la fonction debug et XDebug pour permettre de faire du remote debugging quand on appelle debug. Enfin voilà, là, ça c'est des idées. On verra pour le hackday si vous voulez, on pourrait en discuter, mais voilà. Ben, merci beaucoup.